suis Lucie Gournay, je suis directrice de l'UFR LLSH et je suis accompagnée du directeur adjoint en formation. Clément Duic. Donc, on va commencer par quelques informations plutôt pratiques sur la faculté Lettres, Langues et Sciences Humaines à l'UPEC. Donc, une université, c'est énorme. L'université de l'UPEC, c'est 32 000 ou même peut-être plus maintenant, peut-être 40 000 étudiants. Et cette université, elle a des composantes. Et donc, une composante, par exemple, c'est la faculté LLSH. Nous, on n'a pas 40 000 étudiants, on n'en a plus que 3 700. Voilà. Et c'est des composantes qui sont souvent disciplinaires. Donc, nous, c'est lettres, langues et sciences humaines. La faculté, elle a 3 sites, c'est-à-dire que vous avez des cours ici, là où vous êtes aujourd'hui. C'est plutôt les licences LEA qui sont ici. Il y a juste au bout du petit jardin, là, donc vraiment à 5 minutes à pied, vous avez le campus centre, c'est vraiment le campus principal de cette université. Et là, vous avez un bâtiment dédié à la faculté LLSH. Et là, vous avez lettres, histoire, anglais, espagnol, etc. Histoire géo, bref, philo. Et donc, c'est les 2 campus principaux. Et il y a un 3e campus qui est à Sénart. Je ne sais pas s'il y en a qui viennent de loin. C'est en Seine-et-Marne. Oui, bon, ils savent. Mais disons que Sénart, c'est surtout pour ceux qui veulent faire LEA, anglais-espagnol. Donc, si ça n'intéresse personne, on va vite passer. Mais oui, si, ça vous intéresse. Mais il y a de l'anglais-espagnol ici à Créteil, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 2 départements de LEA. Un ici dans à ce Créteil, bâtiment. Et puis pour ceux qui habitent dans le Val-de-Marne, dans la zone proche, on a aussi un bâtiment qui est aussi là-bas pour le LEA. C'est celui qu'on ne voit pas là, voilà. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lumière extérieure, on ne voit peut-être pas très bien le diaporama. Donc en tout cas, c'est comme c'est exactement le même fonctionnement qu'un département et tout se passe très bien à Sénart pour les étudiants à LEA, anglais, espagnol. Bon, alors, quelques chiffres clés, je ne sais pas si les chiffres parlent toujours. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a 12 départements. Ça veut dire qu'il y a vraiment des champs disciplinaires assez variés. Par exemple, vous avez l'anglais. Dans le département de langue romane, il y a la licence d'espagnol, l'allemand, lettres, philosophie, communication, histoire, géographie. Alors, les 2 LEA dont on a parlé. On a aussi, pour ceux qui n'ont pas le bac, la possibilité d'intégrer l'enseignement supérieur via le diplôme d'entrée à l'université. Et enfin, on accueille tous les ans des étudiants qui viennent de pays autour et qui donc sont dans cette faculté pour apprendre le français. Donc, c'est un département intéressant parce que nos étudiants qui viennent de notre d'Île-de-France, ils ont la possibilité aussi de rencontrer des étudiants qui viennent d'autres pays. C'est plutôt sympathique. Voilà. Alors, on va passer. Alors, oui. Donc, si on devait présenter l'intérêt de faire l'enseignement supérieur à l'université plutôt que sur d'autres modèles qui existent, il y a des écoles privées, il y a les prépas, etc. En fait, ce qui singularise vraiment les études ici, c'est le lien formation-recherche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enseignants, la majorité des enseignants qui sont dans les classes sont aussi des chercheurs. Et ça veut dire, donc, c'est les mêmes qui forment les profs de lycée et collège. Donc, on a l'habitude non seulement de former les personnes, mais en plus de mettre à jour les connaissances. C'est-à-dire que par la recherche, on fait avancer les choses et ça rentre directement dans les cours à l'université. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, c'est ce qu'on dit quand on dit la recherche est au cœur de l'enseignement, c'est ça. Et alors, la recherche aussi, c'est des compétences particulières. C'est-à-dire que la façon dont on va vous demander de travailler, ça ne va pas être du tout une façon scolaire. On va vous demander, par exemple, de faire des recherches. Ça peut être en documentation, de travailler
collectivement avec d'autres camarades. Et donc, tout ça, c'est des compétences aussi qui sont liées à la méthodologie du travail de recherche. Vous savez, les chercheurs, ils sont dans des labos, ils travaillent ensemble, bref, ils échangent, etc. Donc, je dirais que c'est ça qui singularise. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu l'université, qui comprennent ce que je dis là, mais c'est ça. Alors après, il y a autre chose quand même qu'il faut noter, c'est la vie étudiante. Dans une université, vous avez une vie étudiante quand même assez épanouie. Il y a des associations culturelles, alors encore plus en LLSH. Il y a aussi des associations sportives. Vous avez la possibilité de participer à des événements organisés par la faculté, comme un festival par exemple, ou des concours. Et voilà, enfin, il y a toute cette vie culturelle qui est l'environnement de l'étudiant à l'université et surtout dans notre faculté parce qu'on tient à cette vie de campus, vie étudiante. Enfin, il y a les conditions d'études très pragmatiques. Par exemple, là, je disais ici, c'est le LEA, le département de LEA. C'est vrai qu'on arrive à avoir un site par formation. Donc, si vous êtes en licence d'histoire, vous êtes sur un seul lieu. Si vous êtes en licence de LEA, vous êtes là et on évite quand même les déplacements. Il y a une exception. C'est 5 minutes. Oui, non, d'ici à là. Mais il y a une exception parce que l'UPEC c'est très implanté dans l'Est parisien et il y a un site à Fontainebleau. Et donc, pour les étudiants qui seraient intéressés par la double licence Histoire, Sciences politiques avec l'IEP, il y a un IEP, un Institut d'études politiques à Fontainebleau. Là, ils ont 2 jours à l'IEP, 3 jours ici. Donc là, il y a de la mobilité, mais enfin, c'est la seule formation qui est. C'est la seule, voilà. Ah, j'ai oublié de dire quand même qu'il y a un super Crous qui a été rénové. Vraiment, c'est un centre névralgique important. Il y a des associations étudiantes qui sont sur le campus centre. Il y en a aussi ici. Donc, en fait, voilà, on est bien. Et il y a des bibliothèques. Par exemple, là, la grande fenêtre que vous voyez, c'est une bibliothèque. Et c'est très bien pour travailler tout seul ou en petit groupe, puisqu'il y a des salles maintenant prévues au travail collectif. Et c'est la même idée à Sénart. Entrez, en fait. C'est bon. Donc, je vais évoquer maintenant, disons, le contenu des enseignements, de ce qui est proposé dans notre faculté. Alors, je ne vais pas tout détailler, mais vous expliquer, disons, le grand type d'enseignement qu'on peut rencontrer. Commencer tout d'abord par l'enseignement dit classique. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on ne voit rien. Peut-être qu'on pourrait fermer les volets. Je ne sais pas si c'est possible, les rideaux. Il n'y a pas. Bon, mais de toute façon, c'est pour là qu'on parle. Donc ça sert à quelque chose. On parle. Donc, voilà. C'est pour ceux qui sont en hybride. Voilà. Ceux qui sont en hybride, ils voient. Mais voilà, vous nous entendez aussi. Alors, donc, les formations dites classiques, c'est-à-dire vous pouvez faire une licence d'allemand, de LEA, de lettres, anglais, espagnol, géographie, etc. Vous avez pu voir tous les stands qui sont proposés, qui vous proposent donc des licences généralistes dans une discipline bien définie et qui vous permettent en plus de faire un certain nombre de parcours dès la licence 1 ou ultérieurement, parcours professorat des écoles, lettres accès santé pour ceux qui veulent s'orienter en même temps vers des études médicales ou paramédicales, parcours communication, et puis d'autres parcours comme médiation culturelle, rédaction, traduction, etc. Donc, ce type de parcours qui arrivent en L3 qui permettent une spécialisation, disons, pour orienter après vers des choix de master particuliers selon les envies, les désirs et les compétences et les envies professionnelles des étudiants. Donc, parmi outre ces licences classiques, ces diplômes classiques, on a aussi des diplômes sélectifs. Alors, ce qui est sélectif, c'est principalement les doubles licences dont vous avez peut-être entendu parler, ou que vous connaissez peut-être, qui sont pour la plupart, je vous en prie, qui sont pour la plupart basés sur l'histoire, mais en plus de l'histoire, vous allez pouvoir étudier les différentes matières que nous, on propose dans notre faculté. Histoire, géographie, histoire, lettres, philosophie, anglais, allemand, espagnol, histoire Sciences Po, dont ma collègue vient de parler, et enfin une licence allemand-anglais. Donc, vous voyez, histoire plus toutes les matières proposées dans notre faculté et une licence allemand-anglais. Il s'agit de filières sélectives qui sont
très demandé par les étudiants sur Parcoursup. Les étudiants qui sont admis ont tous un bon, voire un très bon niveau, hein, et qui demandent un investissement certain, hein, mais c'est vraiment une formation de qualité, hein, mais qui demande voilà, de faire 2 années en une. Hein. Donc, il faut bien s'imaginer aussi comme ça, l'investissement que ça représente. C'est l'investissement de prépa, en fait. C'est le même investissement pour le travail. Alors, il y a quelques petits cours qui sont mutualisés quand même, donc c'est-à-dire tous les cours, hein, et on ne peut pas faire de parcours quand on fait une double licence, hein, mais voilà. Donc, il y a quelques heures en moins, voilà, quelques équivalences, mais globalement, ça reste l'ensemble de nos formations. Ça reste l'ensemble des 2 licences du contenu pédagogique des 2 licences. Oui. Et tu veux ajouter quelque chose? Non. Et troisième type de formation, les formations dites professionnelles ou professionnalisantes, hein. On en dispose d'un certain nombre. Une formation courte, le DUST, peut-être que vous en avez entendu parler, je pense principalement à destination, voilà, c'est en 2 ans, à destination des étudiants, des élèves qui ont fait un lycée professionnel et qui permet de développer des compétences en bureautique, secrétariat, communication, multimédia. Donc, c'est une formation qui est aussi basée sur l'alternance, hein, qui passe par des périodes en entreprise. Et puis, des licences en alternance ou licences professionnelles en LEA. LEA, commerce international, qui se passe à la fois, on a des cours ici, et puis des cours qui se passent en entreprise, enfin, et pas des cours, oui, merci. Apprentissage. Tout à fait. Une licence de chargé de communication, ça c'est en rapport avec le département de communication, et une licence métier de l'aménagement du territoire, là, qui est faite particulièrement pour les géographes. Est-ce que vous voulez que je précise quelque chose? Vous arrivez à... Excusez-moi, désolé. Non, mais ça ne me dérange pas, non, au contraire, je vous demande si vous arrivez à lire, hein, parce que je peux... En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est des profils un peu différents. Il y a les classiques et en fait, c'est ça qui va apparaître sur Parcoursup. Vous allez voir licence anglais, mais rien d'autre. Mais une fois que vous allez arriver ici, à l'UPEC, vous savez qu'on a la possibilité d'un parcours com en L1, qu'en L2, on a la possibilité d'un parcours professionnel des écoles, etc. Et c'est quand vous arrivez en L1 dans la réunion d'accueil que vous allez pouvoir faire ce choix de parcours. Ensuite, vous avez les sélectifs. Donc là, en fait, vous prenez le forfait et c'est déjà beaucoup, donc on ne vous rajoute pas de parcours. Il faut juste être sélectionné et généralement, c'est des étudiants qui ont la mention très bien ou bien au bac. Hein. Et enfin, les parcours pro, c'est plutôt pour ceux qui ne veulent pas s'engager dans des études longues. C'est vrai que quand on commence dans une licence qui est un peu généralisante, toute l'idée, c'est ensuite de boucler par un master plus professionnalisant. Mais ça fait 5 ans, donc tout le monde n'est pas prêt à ça. Là, vous avez des cursus donc, qui peuvent se faire en 2 ou 3 ans et qui vous permettent une excellente insertion professionnelle. Donc, il faut savoir qu'il y a finalement de la formation pour des profils et des ambitions différentes. Alors, bon, je passe peut-être sur l'offre des masters, donc que vous soyez intéressé en particulier par ça, parce que j'ai l'impression que vous êtes, pour la plupart, vous venez de lycée, à moins qu'il y en ait qui cherchent des... Voilà, je me dis que c'était peut-être pas utile de le détailler, hein, sachant qu'en fait, on offre, on a une offre de master qui est assez étoffée, hein, voilà, pour tous les domaines hein, que nous proposons en licence. Alors, quelques précisions sur le fonctionnement des cours hein, eux-mêmes. Hein. Donc, bon, nos cours, hein, tout d'abord, hein, sont des cours qui sont, il faut le dire, en petits effectifs. C'est-à-dire que nous privilégions ce qu'on appelle les TD, hein, travaux dirigés. Et donc, même si, par exemple, vous êtes dans une promotion, disons, en anglais, qui sont autour de 200 ou 300 étudiants en L1, jamais il y aura un cours avec 300 étudiants. Hein, ce sera autour de 45 étudiants dans chaque groupe. Hein, donc, vous serez en groupe maximum hein, qui se rapproche plutôt d'une classe de lycée, une classe de terminale. On est dans ces zones-là. Et donc, vous avez un encadrement qui est assez proche et assez humain. Enfin, les enseignants vous connaissent, hein, ont l'habitude de vous voir, vous pouvez communiquer avec eux. Il y a quelque chose qui est d'un contact qui est facile, à la fois dans les contacts avec les enseignants, aussi avec, disons, l'administration et les différents secrétaires. On vous propose hein, dans ce cadre donc quelque chose chaque licence s'inscrit dans la faculté, c'est-à-dire qu'on profite aussi de ce qui est offert dans la faculté. Alors là, sur la diapositive, il est question d'interdisciplinarité et ça se manifeste en particulier par la possibilité d'accéder à des enseignements dès la première année proposés dans d'autres facultés.
Hein, c'est-à-dire que Ou d'autres licences. D'autres licences, dans d'autres licences possibles, exactement. Donc, ça permet de préparer la réorientation, mais tu allais en parler. Donc. Oui, non, mais je t'en prie. Hein. Oui, donc en effet, hein, il est possible, à la fin du premier semestre, hein, si un étudiant estime que ça ne lui plaît pas, ça ne lui plaît pas, de passer, de se réorienter. Ça, c'est quelque chose qui est prévu dès la fin du premier semestre, mais aussi à la fin de la première année. À la fin du premier semestre, on peut directement passer au deuxième semestre dans une autre discipline, hein, alors sachant qu'il va falloir réussir à rattraper le retard d'un premier semestre, ce qui n'est pas forcément évident, mais cette possibilité existe. D'où la possibilité parfois de préparer une éventuelle réorientation. Donc, vous hésitiez entre espagnol et anglais. Bon, ça, c'est un cas assez facile et fréquent. Vous vous inscrivez dans la licence d'espagnol, mais vous prenez non seulement la langue étrangère anglais, mais aussi des options du département d'anglais, de la licence d'anglais. Et donc, vous préparez, si jamais, j'ai hésité, et vous voyez après, à la fin de la S1, si vous basculez en anglais, si vous restez en espagnol. Donc, c'est ce genre de possibilités qui existent en L1. Excusez-moi, et ça existe dans toutes les disciplines, par exemple, lettres. Oui, exactement. Oui. C'est possible à l'intérieur de notre composant, mais vous pouvez aussi demander une réorientation dans une autre université. C'est tout à fait, c'est quelque chose qui est prévu, c'est un dispositif national. Hein. Voilà. Nous, on fait de la réorientation en interne, bien sûr, mais il y a aussi le cadre national. Et un autre type de réorientation en interne, c'est un étudiant qui, au bout du premier semestre, verrait que finalement, il veut une formation beaucoup plus courte. On pourrait le réorienter, en fonction des places, etc., dans le DUST bureautique multimédia. Donc, c'est ce qu'on dit toujours, il ne faut pas penser comme un chemin tout tracé. Il y a des modules, il y a des bifurcations. C'est ça aussi la licence, parce que ça vous permet, parce que parfois on se trompe, ça arrive, ce n'est pas un problème. Tout est prévu normalement pour qu'on puisse reprendre le choix qui finalement est le bon. Voilà. La première notion entre l'anglais et l'espagnol, parce que c'est comme ça. C'est pas pour la LEA, c'est pour la licence d'anglais tout court. Donc, quand vous faites une licence d'anglais tout court, vous allez avoir, par exemple, la langue étrangère, vous prenez l'espagnol, et puis un bloc 2, c'est-à-dire une option, si vous voulez, où il y a littérature d'Amérique du Sud. Culture d'Amérique. Donc, vous prenez des options comme ça, ce qui fait que si vous hésitez, vous pouvez très bien, à la fin du premier semestre, vous dire finalement, c'est l'espagnol que je veux faire. Et vous êtes préparé à cette orientation. Sachant qu'elle n'est pas automatique, c'est quelque chose qui est présenté en fait aux responsables d'année. Et en général, leurs exigences pour accepter un étudiant en réorientation deuxième semestre, elles sont plus élevées que pour un étudiant en premier semestre parce qu'il se dit qu'il va devoir rattraper tout le premier semestre. Donc, on va se baser en général sur les résultats du lycée, mais on va avoir des exigences en termes de résultats ou de motivation, disons, de dossier général qui seront plus élevés que pour un étudiant qui commencera au premier semestre parce qu'il y aura un semestre à rattraper. Donc, voilà. Donc, oui, c'est pas automatique, cette orientation, mais elle est proposée. Donc, il y a aussi tout un choix de langue vivante qui est proposé, disons, en plus. Alors, si vous avez fait des études de langue, par exemple, comme de l'anglais, vous allez devoir étudier une autre langue vivante, étrangère. Mais quand vous faites, par exemple, de l'histoire ou des lettres ou de la philosophie, vous pouvez étudier une langue ou plusieurs langues vivantes ou des langues anciennes. On fait du latin et on propose aussi du grec ancien. Alors, le latin est obligatoire pour les étudiants de lettres, mais il est proposé à tous les étudiants de la faculté, ainsi que le grec ancien. En tout cas, il y a beaucoup de succès. Pas mal de succès, tout à fait. Et puis, on a ces dispositifs de renforcement. Vous savez, sur Parcoursup, il y a 3 possibilités pour être admis. Soit on est directement admis, soit on a des admissions conditionnelles. Ce qu'on appelle, dans ce jargon, c'est peut-être pas très, très heureux comme formulation, mais les oui-si. Et les oui-si, c'est-à-dire oui, mais à condition qu'ils suivent, les étudiants suivent des cours de renforcement. Et donc, nous proposons des cours de renforcement, principalement en culture générale et en expression à destination de nos étudiants. Et alors, le oui-si 2, c'est l'étalement de l'année sur 2 ans. Alors, souvent, les étudiants qui acceptent de s'engager dans ça sont des étudiants particulièrement motivés. Et donc, on a des dispositifs de renforcement qui fonctionnent très bien auprès des étudiants motivés pour travailler. On travaille dans des petits groupes de 15 étudiants maximum.
Et en général, c'est des modules qui fonctionnent même pour peu que l'étudiant ne le subisse pas, bien entendu. Mais ceux qui s'engagent dedans, voilà, ça dépend des résultats scolaires après. Hein, voilà. Tout dépend du type de bac que vous avez aussi. Hein. C'est souvent important. Et bon, c'est une chose qu'on a déjà dite, hein, voilà, on ne va peut-être pas répéter, hein, mais cet encadrement, etc., dont on a parlé, donc on va peut-être passer sur cet aspect. Il faut voir que du coup, les départements ne sont pas énormes. Ce qui fait que très rapidement, l'étudiant, il arrive et connaît le responsable de la L1. Il l'a même déjà rencontré. Et puis voilà, il y a le secrétariat pédagogique. Donc là aussi, on a rencontré la personne qui est du secrétariat du département. Donc très vite, il y a une petite communauté qui forme. Et généralement, les étudiants, ils ont l'impression d'être bien suivis. C'est le retour qu'ils font. Peut-être évoquer les débouchés professionnels. Bah oui, alors, je ne sais pas exactement mais si c'est votre cas, mais souvent, quand on se pose la question des études, on essaye de se projeter dans un secteur professionnel. Et c'est très difficile parfois, parce qu'on n'a pas toutes les données pour bien se situer, puis on peut encore évoluer, etc. Donc là, on a pris les débouchés professionnels typiques de nos étudiants. Alors, tous ces débouchés sont liés à des études. Enfin, ce sont les débouchés principaux de nos étudiants qui ont fait donc une licence, un master ou un doctorat en LLSH. Alors, vous ne serez pas étonnés d'apprendre qu'il y a quand même des enseignants. Généralement, les étudiants arrivent et disent « je ne veux surtout pas être enseignant ». Et finalement, c'est un métier qui gagne à être connu. Hein, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a pas mal d'étudiants qui passent des concours administratifs parce qu'ils ont cette culture générale, cette capacité à rédiger, à argumenter, etc., qui fait que c'est tout à fait attendu. Il y a tous les métiers du livre, de la documentation, bibliothèque, archives. Par exemple, c'est un débouché naturel pour des étudiants qui ont fait histoire. Ou lettres. Ou lettres, oui, bien sûr. Journalisme, communication, web rédaction, médias. Là, on est vraiment dans l'interdisciplinarité de nos licences. L'urbanisme, aménagement, collectivité locale. Donc ça, c'est quelle licence? Géographie. La géographie, oui. Ensuite, on a commerce et affaires internationales, import-export. Là, on est dans le LEA, hein, clairement. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des étudiants qui ont fait juste une licence, par exemple, d'espagnol, et puis qui avaient une autre langue en option, arabe ou je sais pas. Eh ben, qui arrivent quand même. Parce que ce que je disais, c'est que ce n'est pas tant un diplôme qu'un profil conforme, en fait. Hein. Donc, on peut s'adapter, même en ayant eu une formation plutôt classique, à l'exigence d'un travail qui demande la médiation culturelle, des compétences linguistiques, de l'énergie, etc. On a métier de la traduction et de la rédaction. Ça, c'est pareil, un domaine assez fréquent. Et médiation culturelle, animation et tourisme. Voilà, c'est les grands débouchés. Oui. Médiation culturelle, c'est principalement l'issue d'une licence de lettres, tourisme, là aussi, c'est les débouchés. Il y a une option médiation culturelle en 3e année de lettres qui marche bien, qui mène vers ces métiers. Oui. Donc, c'est aussi une chose à prendre en considération. Le tourisme aussi, c'est peut-être une licence de LEA, après faire un master qui permet de se spécialiser dans ce domaine. Mais quand vous irez voir au stand, si vous n'y êtes pas déjà allé pour certains, vous pouvez demander quelles sont les petites spécialisations qui sont proposées en L3. Par exemple, pour la licence d'espagnol, c'est traduction. Donc, vous avez la licence normale, mais vous pouvez faire une petite spécialisation. Donc, tu parlais de RPCM et de médiation culturelle. Donc, c'est au sein de la... c'est en lettres. C'est en lettres, 3e année. Donc, vous avez cette spécialisation qui vous permet petit à petit d'entrer dans un monde professionnel. Donc, ce qui mène là, on a fait un nuage avec différents métiers qui sont ceux de nos étudiants, de nos anciens étudiants. Hein. Alors, ça donne une idée de la variété des métiers vers lesquels mènent nos formations. En bioéthique.
gestionnaire RH aussi, hein, tout ça. Donc, voilà, ça permet de préparer aussi aux concours, enfin, de nombreux concours. Hein, et on voit hein, bon, la variété des métiers, à la fois du côté de la communication, du commerce, de la rédaction, l'aménagement du territoire. Tous ces métiers-là sont illustrés hein, par nos préparations. Tout dépend de la façon dont vous allez après construire votre parcours selon vos envies, vos compétences, hein, et en master en particulier, hein, le grand lieu de la spécialisation. Ouais. Alors, je dirais un mot sur la recherche. Alors, rapidement, parce que c'est peut-être pas l'enjeu, mais c'est quand même juste pour vous signaler que, comme Lucie l'a dit au début, hein, nous sommes là pour la plupart des enseignants-chercheurs hein, qui aussi, hein, des enseignants travaillent dans des unités de recherche ou laboratoires hein, qui produisent qui produisent des nouvelles connaissances, hein, mais qui aussi, du point de vue des étudiants, alors ça nourrit, bien entendu, les études en doctorat, ça peut mener en doctorat, hein, mais ça aussi nourrit les études, hein, même au niveau master, voire licence. Hein. On produit il y a de nombreuses journées d'études, conférences sur des thèmes variés, hein, ce qu'on appelle des manifestations scientifiques, hein, qui sont proposées tout au long de l'année. Alors, vous pouvez voir un échantillon des différents thèmes, à la fois littéraires, hein, là, vous voyez, je vois pas bien, oui, sur Tolkien, par exemple, hein, voilà, sur l'intelligence artificielle, la musique, le Grand Paris, là, c'est de l'aménagement, etc. Donc, c'est des colloques hein, ou des congrès qui sont très pointus, hein, mais qui sont aussi proposés principalement aux étudiants de master, hein, qui intéressent les étudiants de master. Hein, et vous pouvez voir aussi que les enseignants sont engagés dans ces activités-là, et c'est à partir de celles-là qu'ils construisent leur enseignement, leur spécialisation d'enseignement. Je peux dire un mot de l'international. Donc, en fait, c'est ça la philosophie, c'est vous avez des formations, vous avez des options pour compléter ou pas ces formations, et vous avez en plus, c'est un peu comme si vous faisiez du packaging. Vous pouvez améliorer, la faire à la carte, cette formation. Et parmi les choses que vous pouvez faire quand vous êtes en licence, c'est un séjour à l'étranger. Ça peut être un semestre dans le cadre d'accords Erasmus ou éventuellement, il y a d'autres possibilités quand on a des relations interuniversitaires. C'est un super moment, hein. Ça se prépare par contre. Donc, ça se prépare d'abord parce qu'il faut postuler. Et pour toute cette organisation, ce travail de préparation, on a une cellule qui est dédiée à ça, à aider les étudiants à préparer leur projet de mobilité sortante. Bon, donc on a beaucoup d'accords internationaux. Tous les ans, il y a beaucoup d'étudiants qui partent. Je ne vous cache pas que depuis le Covid, on en a moins qu'avant, ce qui fait qu'il y a toujours des possibilités à rester vacantes, mais seulement depuis 2020. Avant, tous les partenariats étaient bien activés. Mais disons que ça, voilà, c'est surtout l'Europe. Il y a aussi l'Argentine, les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne. C'est plus l'Europe au sens Erasmus. Enfin, voilà. Et donc ça, c'est vraiment des expériences extrêmement riches et importantes pour les étudiants de cette faculté. Particulièrement recommandé, mais pas seulement pour les étudiants en langue. Hein. Ouais. Voilà. Pour le séparat apprentissage, c'est très important de pouvoir faire quelque chose comme ça. Alors, peut-être dernier point pour signaler rapidement, hein, parce que les études, notre faculté LLSH, ce n'est pas seulement les études aussi, hein, c'est aussi une vie culturelle, une vie associative, une vie étudiante, et même à laquelle participent d'ailleurs les enseignants, les personnels administratifs, hein, à travers l'organisation d'événements tous les ans, des événements variés, alors que ce soit aussi bien un festival. Alors là, c'est le festival LLSH, quelque chose qu'on va relancer parce que ça s'était interrompu avec le Covid, un festival qui avait lieu au mois d'avril à peu près, hein, je crois, et tous les ans, donc qui associait les étudiants, les enseignants principalement. Hein. C'est un grand moment, enfin très attendu, avec des concerts, des pièces de théâtre, des choses qui étaient organisées par les étudiants eux-mêmes. Enfin voilà, c'était un grand moment voilà, festif, hein, d'échange. Ou alors qu'on va redémarrer, mais d'autres festivals, d'autres manifestations sont en cours de préparation. Hein. Et d'autre part, c'est aussi la possibilité, donc il y a la vie étudiante, bien entendu, de nombreuses associations qui peuvent être actives, hein, plusieurs associations, l'association Rush par exemple, hein, qui propose des différentes activités aux étudiants, donc activités culturelles ou de tous ordres, hein,
Et puis d'autres événements, alors là, qui sont aussi travaillés entre les enseignants et les étudiants, par exemple dans certains masters, notamment master d'histoire publique, hein, qui a proposé une exposition récemment sur les objets de la démocratie, donc à associer les étudiants du master, hein, qui a fait travailler les étudiants du master, hein, de toute façon, ont été très enthousiastes, hein, je crois, donc quelque chose qui a bien marché. Hein. Et puis d'autres types de manifestations aussi, hein, qui sont proposées. Alors, soit directement par les étudiants, soit en les associant les deux, soit aussi, hein, des choses qui sont bien plus directement liées à l'employabilité des étudiants, notamment avec le forum entreprise LEA, hein, qui a lieu chaque année, qui a eu lieu très récemment, il y a 2 ou 3 semaines, hein, le dernier forum, hein, et qui permet aussi, hein, aux étudiants de rencontrer des acteurs de la vie professionnelle. Hein, voilà. Ce qui est intéressant, c'est quand c'est les étudiants qui sont aux manettes, hein, pour organiser des festivals. Et ils le sont souvent. On leur donne la possibilité de le faire. Voilà, alors bon, on va conclure et puis peut-être on va passer aux questions si vous en avez. À la question pourquoi venir à l'UPEC, je pense que déjà c'est une bonne idée si on n'habite pas loin. Parce qu'il y a une chose, surtout quand on arrive en L1, et qu'il ne faut pas minimiser, c'est l'impact du temps de trajet sur la qualité de l'apprentissage. Donc, bon, là, c'est quelque chose à voir chacun. Mais bon, l'avantage ici, c'est que la plupart des formations sont vraiment à portée de métro ou de gare, pour le cas de Sénart. Hein, il y a c'est facile d'aller à pied. Et donc, ça, c'est un élément important. Après, ce qu'on vous a dit, c'est qu'ici, on avait vraiment des choix d'enseignement à taille humaine, des petits groupes et des départements qui encadrent les étudiants. On a une unité de lieu pour chaque formation, j'en ai déjà parlé, sauf pour la double licence Sciences Po Histoire, il faut se préparer. On a des formations professionnalisantes en LLSH. Ça, c'est bon, il y a 2 moments de cette professionnalisation. Il y a les petites bifurcations dont je vous ai parlé avec les licences professionnelles, les parcours professorat des écoles, etc. Et puis, le grand moment de professionnalisation dans notre faculté, c'est les masters. Donc ici, on va vous proposer des masters qui vont pouvoir vous aider à vous insérer dans le monde professionnel. Et du coup, on a un super taux d'insertion professionnelle. Ça fait des années en fait qu'à l'UPEC, dans cette faculté, on a des masters professionnalisants, ce qui fait qu'on a déjà peu d'ancienneté, on est déjà un peu connu. Autour de 95% d'insertion après 6 mois en master. Donc, c'est des très bons taux.